à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec la signature d'un accord sur la coordination des fréquences aux frontières des réseaux mobiles terrestres. Nous continuerons avec l'opération La Grande Lessive organisée par la mairie de Monaco. Nous vous dévoilerons le bilan des Sérénissimes de l'humour au Grimaldi Forum. Nous parlerons musique avec la suite de notre série de reportages consacrée au Printemps des Arts. Et nous refermerons ce journal avec du sport. Tout d'abord, coup de projecteur sur l'AS Monaco Basket et retour sur le Critérium de cyclisme 2016. Nous débutons avec la signature d'un accord entre les administrations françaises et monégasques sur la coordination des fréquences aux frontières des réseaux mobiles terrestres. Autrement dit, obtenir une meilleure couverture mobile en principauté, quel que soit l'opérateur. Les explications de Fabien Bonilla. Cette signature est une étape importante qui fixe le cadre réglementaire à l'exploitation des réseaux mobiles de part et d'autre de la frontière. Une signature entre Christophe Pierre de la Direction des communications électroniques et son homologue français en présence de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme. Concrètement, au cours de l'année 2016, les opérateurs français déploieront de nouvelles antennes relais en principauté qui amélioreront la réception des mobiles de leurs clients. C'est un accord de coordination des fréquences aux frontières pour les réseaux mobiles terrestres et c'est un accord qui a évolué puisque les technologies ont évolué et qu'il fallait donc que ça serve de cadre réglementaire pour toutes les différentes licences que nous accorderons aux futurs opérateurs français qui viennent installer des antennes en principauté pour améliorer le confort d'écoute de leurs usagers. Ce texte révise l'accord de 2011 établi entre les deux pays, une modification devenue nécessaire pour s'accorder sur la coordination des nouvelles technologies telles que la 4G. Cela permettra donc aux opérateurs tels que Orange, SFR ou Bouygues Télécom d'améliorer leurs fréquences et à Free de pouvoir s'implanter en principauté. Les opérateurs français avant n'avaient pas d'obligation. Ils venaient en principauté pour couvrir, mais sans vraiment obligation de couverture ou de qualité de service qu'ils devaient en principauté. On met ça en ordre maintenant avec des licences qui leur octroient donc des fréquences qui nous sont dévolues par cet accord pour opérer les réseaux 2G, 3G, 4G et offrir de la qualité aux visiteurs français. Demain, donc avec cet accord, nous pourrons donner des fréquences aux opérateurs mobiles français qui souhaitent s'installer et déployer des antennes en principauté pour améliorer leurs services et ce via licence avec des obligations de couverture. Cet accord délègue les fréquences à l'administration monégasque. Les projets de licence sont en cours de négociation avec les opérateurs et devraient être signés d'ici la fin du premier semestre pour un déploiement prévu d'ici la fin de l'année 2016. Et dans un tout autre registre, la mairie présentait une manifestation culturelle internationale dénommée La Grande Lessive. Tous les ans, le lieu et le thème sont différents, l'idée étant de mélanger les genres et de réunir les différentes générations. Et Christine Datomel vous présente l'événement. Le jour de la Grande Lessive est enfin arrivé sur le rocher. Petits et grands se sont réunis dans le hall d'entrée de la mairie pour étendre de jolis dessins ou de simples petits mots sur des fils à linge tendu. Une manifestation culturelle qui a lieu partout dans le monde le même jour et qui permet de promouvoir la pratique artistique mais aussi de développer le lien social entre les générations. Il s'agit d'une installation artistique éphémère qui reprend le concept ancestral de faire la lessive tous ensemble autour d'un point d'eau. Tout le monde, voilà, c'est vraiment pour tous. Donc la mairie a eu l'idée il y a déjà quelques années, on le refait de temps en temps, de pouvoir réunir à la fois les bébés, donc plutôt 2 ans et demi, 3 ans, et les bénéficiaires du maintien à domicile, nos aînés, autour de ce thème commun et de cette belle manifestation artistique. Mais je crois que ça fait vraiment très plaisir aux aînés parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils touchaient les cheveux des petits, etc. Il y a quelque chose qui les fait un peu vivre comme ça. C'est très agréable à faire. Une manifestation qui avait pour thématique de faire bouger les lignes en fonction de l'âge des participants, de leur histoire personnelle, de leurs références, de leur choix, des circonstances et du pays qui est le leur. Faire bouger les lignes correspond au désir de ne pas les laisser telles qu'elles sont. Ils ont réalisé de très belles choses. Moi, franchement, je n'avais aucune idée quand j'ai vu le thème. Mais en voyant tous ces dessins, les lignes de la main, des zèbres, des arbres, etc., je trouve qu'ils ont eu plein d'idées, beaucoup plus que nous.
Ces étendoirs éphémères ont affiché durant quelques heures de magnifiques œuvres créées par les bambins de la crèche de Monacoville et par leurs aînés monégasques. Et sachez sinon que la prochaine édition de la Grande Lessive aura lieu le 15 octobre prochain. Retour à présent sur la 11e édition des Sérénissimes de l'humour qui s'est achevée ce samedi au Grimaldi Forum. Un événement qui a reçu une fois encore un bel accueil. Émilie Rousseau vous dresse un bilan de ces Sérénissimes et revient sur les différents spectacles que vous avez peut-être manqués. 4 jours de rire, 4 jours de standing ovation au Grimaldi Forum. C'est le bilan que l'on pourrait dresser des Sérénissimes de l'humour. La 11e édition aura été un réel succès avec le public au rendez-vous. Le spectacle à la Salle des Princes de Mado la Niçoise, Super Mado, affiché par exemple complet, une prouesse à la veille d'un week-end de Pâques et lorsque l'on sait que la salle d'en face accueillait Édouard Baird et Léa Drucker qui présentaient la pièce La Porte à côté. Généreuse et pétillante, Noël Perna aura été fidèle à sa réputation, elle qui est la marraine des Sérénissimes et qui jouait pour ainsi dire à domicile. Il y a une relation affective avec le public, c'est pas l'artiste qui vient voir son public, c'est celle qui représente, qui nous représente sur le plan national et c'est chargé dans le rapport que j'ai avec le public de ma région, bien sûr, c'est plus chargé. En plus, là, ça fait 2 ans que je ne suis pas venue, voilà, donc c'est d'autant plus chargé à Monaco que ça fait 2 ans que je ne suis pas venue. On rigole un peu, monsieur, dame. Non, vous savez que c'est très bon de rigoler. Quand on peut rigoler, il faut rigoler, il ne faut pas se priver. Hein. Non, vous le savez que c'est très bon pour la santé. Vous le savez. Ah non, parce que je vous le dis parce que l'autre jour, j'ai lu un article dans une revue scientifique. Il te parlait des vertus du rire, justement. Si ça vous intéresse, je vous en parle. Après, je vous fais le numéro, comme vous voulez. Volontiers. Alors, comme c'est un article scientifique, monsieur, dame, je simplifie, hein, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Hein, voilà. Non, mais je veux dire, je me mets à votre portée. Hein. Même énergie, mais dans un tout autre style, Jal était également à l'affiche de cette 11e édition. Élevé à l'école du Jamel Comedy Club, l'humoriste parisien a évidemment interprété le personnage du Portugais, celui qui l'a fait connaître au grand public. Allô ? Dis-moi, tu aimes faire l'amour? L'amour en brique, en parpaing, en PVC? Si j'avais su, je l'aurais écrit depuis très longtemps. Donc comme quoi, la magie de ce métier-là, on ne sait jamais ce qui va marcher, cartonner. On s'en était rendu compte à Paris quand j'avais créé le sketch. Il y avait un truc fou, un peu dingue qui se passait dans la salle et on ressentait que même Jamel, à cette époque-là, il faisait venir tout Paris parce qu'il dit il y a un truc de fou, il faut venir voir. Et donc voilà, moi je suis tous les jours, je me dis mais c'est pas possible, quoi, tu vois. Et ça a frappé le monde entier, quoi. Partout on m'en parle, partout, en France, à l'étranger, au Brésil, en Afrique, au Maghreb. Donc je me dis bon, le sketch est devenu universel, c'est pas uniquement un accent, c'est une situation, c'est voilà, j'ai réussi à toucher les gens par ce sketch-là et moi j'en suis le plus ravi, le plus heureux du monde, quoi. Pendant plus d'1 heure, Jal aura réuni toutes les cultures par l'humour, une belle manière de clôturer ces Sérénissimes de l'humour. Au chapitre musique, suite de notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts. Tout d'abord, découvrez une performance des élèves de la Villa Arson, suivie d'un concert dédié à la 9e symphonie de Mahler. José Sacré vous en dit plus. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016 nous a proposé un week-end pascal riche d'émotions diverses et variées. Émotions musicales, bien sûr, avec tout d'abord samedi 26 mars au nouveau Musée national de Monaco, à la Villa Paloma, une performance sonore composée, réalisée et proposée par des élèves de la Villa Arson à Nice. On a pensé cet événement avec différents temps. Donc sur 1 heure, on a 2 tubes sonores qui se situent dans les 2 lieux de circulation du musée, qui sont l'ascenseur et l'escalier. Et autour de ces 2 tubes sonores va se déployer différentes performances. Dans performance, on va rentrer plus tout ce qui est son en live. Donc on a Sharon qui a travaillé tout en costume avec de la porcelaine, différents matériaux qu'elle va faire chanter avec ses micros.
Il y a les Baptiste Le Chapelain et Ferdinand Chauvelin qui, eux, ont travaillé avec toutes les souffleries du musée, qui sont venus enregistrer au préalable et qui proposent vraiment en direct un concert de toutes ces souffleries. On peut penser l'art sonore comme un art plastique et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en jouant avec l'espace, en essayant de lui donner finalement une résonance. On est une dizaine avec 10 pratiques complètement différentes à la Villa Arson. Donc il y a des gens qui bien sûr travaillent le médium sonore, mais d'autres qui travaillent la vidéo, qui travaillent la peinture, qui travaillent l'installation, la performance, la couture même. Du coup, venir rassembler 10 savoirs en quelque sorte et 10 médiums complètement différents va apporter au projet collectif forcément une envergure beaucoup plus grande et va nous amener chacun à découvrir aussi le médium de l'autre et à savoir comment, avec au final 10 médiums différents, on peut arriver à créer une entité qui fonctionne, qui est autonome. Samedi 26 mars, en soirée cette fois à l'auditorium Régnier 3, deuxième page du portrait Malheur avec la 9e symphonie interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti. L'architecture de la 9e, c'est très particulier. C'est un moment du langage de Mahler formidable. Dans cette symphonie, il y a plusieurs vies, plusieurs chemins qui se mélangent, qui jouent, qui vivent en même temps. Mais absolument, quelquefois, tout à fait incroyable, parce que vraiment, pour exemple, et même dans la façon de jouer, vous savez, pour exemple, il y a des musiciens qui doivent jouer piano, dolce, et l'autre à côté qui doit jouer forte. Et on s'est dit, mais il s'est trompé. Et Mahler a spécifié, il dit, a dit au chef d'orchestre, attention, je ne me suis pas trompé, c'est ce que je veux. Le schéma déjà est différent, mais ça démarre par un premier mouvement plutôt lent, très très beau, long, et puis ensuite deux mouvements plus joyeux, dont un rondo burlesque, et ça se termine par un adagio qui se dissout presque dans la nuit, voire dans la mort. Vous savez, on a dit qu'il s'est donné un moment de deuil qu'il avait passé, mais ce n'est pas simplement ça. Mais c'est une façon, c'est une morte, vous voyez, qui n'est jamais sentimentale, jamais de souffrance. Ici, à mon avis, c'est vraiment ce que je pense. Ça peut être vraiment la fin de la vie, c'est-à-dire toute cette chose, cette dissolution, tout que ça va, un morceau d'âme qui part, l'esprit qui s'en va, c'est pas où, ça va, c'est pas où. Mais c'est pas seulement pessimiste, c'est pas du pessimisme, c'est la vérité, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas belle souvent. Toujours en musique et en bref avec ce concert au profit de la Fondation Flavien. Olivia Dorato se produisait ce samedi au Théâtre des Variétés. Tous les fonds ont été reversés à l'association qui œuvre depuis quelques années maintenant en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques. Ouvrons une page sport en basket. Monaco poursuit sa superbe saison en Pro A. La Roca Team s'est imposée 81-69 ce samedi à domicile face à Dijon. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Monaco est toujours un solide dauphin de Strasbourg en Pro A. 18e victoire de la saison samedi soir pour la Roca Team. 81-69 à domicile face à Dijon. La meilleure défense du championnat.
Brouillon en début de match, Monaco court après le score, Kane à l'intérieur et Esson à 3 points donne 5 points d'avance à la JDA après 8 minutes, 15-10. Selle répond derrière l'arc sur la possession suivante. Monaco inscrit 10 de ses 17 points sur la ligne des lancers francs dans ce premier quart-temps, 17 partout. Les deux équipes ne se lâchent pas jusqu'en milieu de deuxième quart-temps et 2 minutes de folie, Monaco inflige un 13-0 à la meilleure défense de proie grâce à un Jamal Schuller de gala, 21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, 39-26, le trou est fait. En toute fin de quart-temps, le capitaine Akpomeda montre qu'il n'a rien perdu de son adresse à 3 points, 46-35 pour la Roca Team à la mi-temps, avec un 12/16 au tir dans le deuxième acte. Dijon n'est pas abattu et grignote son retard. Kane marque en contre-attaque après un ballon volé. Brooks marque à 3 points dans le corner. La JDA n'est plus qu'à 6 points, 54-48. Les Dijonais arrosent longue distance et ne marqueront plus un point dans ce troisième quart-temps. Ils encaissent même un 11-0, 65-48, plus 17 pour Monaco. La Roca Team gère dans le dernier quart-temps. Ouattara inscrit 6 points, avec notamment ce alley-oop claqué sur une passe de Schuller. Monaco colle 81 points à la meilleure défense de proie et signe un 3e succès consécutif. Exactement, c'est jamais évident de jouer contre Dijon. Faut pas se fier à leur classement parce que ils ont encore prouvé ce soir que c'était la meilleure défense du championnat. On a dû batailler fort et c'est sur la fin qu'on réussit à mettre 81 points. Mais ils n'ont rien lâché, ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Donc je pense que c'est un match qui va nous servir pour la suite. Chaque fois qu'on joue contre une équipe qui est réputée défensive, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu offensivement. Donc c'est bien, c'était pas beau, mais on s'en est sorti avec quelques actions individuelles, des options que le coach nous avait proposées. Et bon, ça a marché, on s'en tire très bien et c'est une victoire qui je pense va compter pour la course au play-off. Et ce week-end, il y avait également du cyclisme avec le 43e Critérium de Monaco Trophée Paco Alonso. Tout au long de la journée de dimanche, plusieurs courses se sont succédées sur le port de Monaco. Frédéric Ellion était sur place. Pendant que certains coureurs professionnels résidents monégasques comme Vincenzo Nibali ou Chris Froome se testaient sur les routes du Tour de Catalogne, la Principauté accueillait, elle, dimanche le 43e Critérium de cyclisme Trophée Paco Alonso. Toute la journée de dimanche, près de 350 coureurs de toutes les catégories d'âge se sont joués la victoire sur un circuit d'1,3 km sur le port. On a 9 courses différentes, ça démarre le matin, la première course à partir de 9h. On a toutes les catégories, des plus jeunes aux plus anciens, du plus faible au plus fort. Donc c'est un plateau complet, c'est vraiment la fête du vélo, c'est la journée du vélo pour nous. On essaie de faire plaisir un peu à tous. On a pu voir ce matin déjà les tout petits, les catégories régionales. Là cet après-midi le niveau monte avec les minimes et les cadets. Et ensuite la course élite avec le niveau national pour clôturer la journée. Chez les minimes, la course a été mouvementée avec plusieurs chutes qui ont scindé le peloton. La victoire s'est disputée au sprint. Ethan Caron de l'OCC Antibes s'impose un vélo devant Léopold Perrault du VS Hierrois. Côté monégasque, Mathis Stephen, qui portait le maillot jaune, finit 5e. Alexandre Vinokourov, le fils du champion olympique, 10e. C'était mouvementé. Bon, après, il y a eu des chutes. Il y a une partie du peloton qui s'est un peu détachée. Moi, j'y étais, mais bon, ça se finit au sprint. Mais bon, c'est pas facile. Genre, ça serre, ça se pousse et tout. Donc, je finis 10e. Bon. C'est pas ce que je voulais. Je préférais un peu mieux, quoi. Mais... Au tour des cadets, ensuite, une course au scénario complètement différent. Rapidement, 2 hommes prennent 1 minute sur le peloton et ne seront jamais repris. Flynn Davis de Péménade règle son compagnon d'échappée, Noah Knecht au sprint. 7e place pour Arthur Baïmoukhanov, une belle place pour sa première année cadet.
La course s'est bien passée, je fais une belle course, je tiens, on me met un tour, mais des plus forts, le maillot jaune. J'arrive à tenir, après je fais 15 tours avec eux à peu près. Je finis au sprint, je pense top 10, donc je suis très content, ça va. En cadet, pour un début, je suis content. Dernière course de la journée avant la Night Race, la course élite avec l'équipe Espoir de l'UC Monaco. Au sein de l'équipe, un sprinter, l'Estonien Greg Alop, vainqueur sur la promenade des Anglais il y a 2 semaines, et plusieurs électrons libres. Je me sens plutôt bien, ouais. Après bon, on verra au fil de la course. Le but c'est de faire le travail d'équipe et d'essayer qu'il y en ait un qui aille au bout et qui gagne, quoi. Après on verra lequel, on ne sait pas, c'est des courses un peu spéciales, quoi. Donc on verra bien. Lucas prend d'ailleurs la première échappée, il anime le début de la course tout comme Tom Armstrong. Le Britannique se glisse dans le bon coup du jour, l'échappée ira au bout et Tom finira sur le podium à la 3e place. Et pour refermer ce journal, retour sur les festivités liées aux fêtes de Pâques qui étaient nombreuses en principauté ce week-end. Tout d'abord, la procession du Vendredi Saint dans les ruelles de Monaco-Ville. Cette tradition qui remonte au XIIIe siècle permettait de célébrer les pèlerins revenant de croisade. Vous le voyez à l'image, l'imposant cortège entourait la statue du Christ mort encerclé de figurants. Le couple princier était venu assister à l'événement. Et comme l'an dernier, la mairie proposait aux enfants une chasse aux œufs originale au jardin exotique qui avait pris plutôt la forme d'une chasse aux plantes exotiques. Les enfants devaient retrouver de petites plantes cachées en bordure de massifs et repartir une fois leur mission accomplie avec un sachet d'œufs en chocolat. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mercredi, temps restant agréable avec des températures allant de 12 à 17 degrés. Jeudi, soleil plus voilé dans l'après-midi avec un mercure pratiquement identique à la veille. Vendredi, un risque d'averse au programme avec un thermomètre stationnaire. Et enfin samedi, un début de week-end pluvieux avec une maximale de 16 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.